Nos trois panélistes ce soir, Martine Biron qui est à Québec, Christian Dufour qu'on retrouve. Je ne sais même pas où vous êtes, Christian, vous êtes où? Je suis à Saint-Adolphe-d'Howard. Bon, voilà. Et Michel Auger qui est à Montréal. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Mais excusez-moi, Christian, je ne savais pas, j'étais curieuse. Alors, on va commencer. Bon. Alors, si on cherche Christian, on sait où aller. On va parler d'abord de la COVID. C'est vraiment le sujet aujourd'hui qui préoccupe François Legault, le premier ministre, le ministre de la Santé aussi, M. Dubé. Si vous avez entendu leur point de presse aujourd'hui, vous avez sûrement remarqué, comme moi, que quand ils parlent de ce sujet-là et qu'ils parlent des écoles, on les sent vraiment inquiets. 360 classes qui ont fermé en 3 jours. Ça commence à faire beaucoup de classes. Le gouvernement Legault, donc M. Legault, qui évoque, il n'était pas content de l'évoquer parce qu'il trouve qu'il s'est fait scooper par un journal, mais quand même, il a renchéri dans cette direction-là en disant que oui, en effet, il réfléchit à la possibilité de fermer les écoles pendant 1 mois, pendant le temps des fêtes. Est-ce que ça veut dire, Martine, qu'il a perdu le contrôle dans les écoles? Bien, il y a 2 endroits où il y a des éclosions, dans les milieux de travail et dans les écoles, là où les gens se promènent finalement. Alors, la situation s'étend à travers le Québec et les écoles, bien, ça devient un enjeu et c'est pas long. Alors, il doit trouver une solution parce qu'il y a de la difficulté à aérer ces écoles-là. Il y a de la difficulté Les écoles sont vétustes au Québec. Alors, il est dans une situation où il faut qu'il trouve des scénarios pour calmer les éclosions, reprendre le dessus, fêter Noël et se rendre à la fin de l'année scolaire. Alors, le scénario qui est sur la table présentement, c'est de fermer un peu plus tôt en décembre pour reprendre plus tard en janvier. Et aujourd'hui, dans le fond, il a mis la balle au jeu pour voir un peu comment les parents, comment les professeurs, comment tous les intervenants du milieu scolaire étaient pour réagir à cette idée-là. Mais parlons-en justement, Christian, des réactions. On voit des parents, bien, les parents ils sont divisés. Il y en a qui disent, bon, peut-être. Ceux qui ne voient pas comment ils vont se faire remplacer au travail se disent, bien, un instant, puis pouvez-vous nous aviser le plus vite possible le temps qu'on s'organise. Du côté des syndicats, enfin, moi, ce que j'ai entendu, la FAE aujourd'hui, c'était absolument pas envisageable de leur côté. Vous en pensez quoi? Bien, je pense que tant qu'on ne connaît pas les détails, en fait, des projets possibles du gouvernement Legault là-dedans, c'est normal qu'il y ait des craintes. Bien, je suis un peu dérangé par le nom total des syndicats. Moi, je ne trouve pas ça correct. Mais c'est vrai qu'on sent chez M. François Legault une préoccupation parce que depuis longtemps, les écoles, au fond, la rouverture des écoles, c'était sa priorité, c'était sa fierté. Hein, il disait, bon, ben là, il y a un tas de problèmes, mais ça, on y tient. Puis ça semble menacé jusqu'à un certain point. Donc, il propose des solutions alternatives. Je trouve que c'est bien. J'espère que tout le monde va collaborer pour que ça se fasse si ça devient nécessaire, même si c'est évident que dans un premier temps, ben, ça dérange un tas de monde. Mais moi, la réaction des syndicats, là, pour être franc, je ne la prends pas. Là. Ouais. Michel C., j'aimerais vous entendre aussi là-dessus, parce que Christian il a raison de dire la priorité de M. Legault, c'est de garder les écoles ouvertes. Alors, s'il envisage de les maintenir fermées plus longtemps dans le temps des fêtes, c'est qu'il juge nécessairement que la situation est sérieuse. Mais d'un autre côté, il se dit, peut-être qu'on pourrait rallonger l'année scolaire, hein, la faire déborder en juin, peut-être même jusqu'en juillet, puis c'est ça qui fait grogner les syndicats. Oui, en même temps, je veux dire, M. Legault et tout le monde le dit, on a perdu assez de jours d'école comme c'est là au cours de la dernière année, qu'on ne peut pas non plus juste dire ils partiront plus de bonne heure, puis ils n'auront pas l'année scolaire habituelle, et ce sera tout. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir que c'est pas tout le monde au gouvernement qui chante la même chanson. J'avais M. Roberge, le ministre de l'Éducation, à mon émission ce midi, qui disait non, il n'y a pas question de rallonger les vacances de Noël, on a perdu assez de jours comme ça, c'est tout. 1 heure plus tard, j'entends le premier ministre en point de presse dire le contraire. Ça, c'est un peu inquiétant parce que s'il y a une chose qui est importante dans une situation de crise, n'importe laquelle, pas juste une crise sanitaire comme celle-ci, c'est la cohésion du gouvernement. Et là, on a de plus en plus l'impression qu'il y a un seul ministre dans le gouvernement, puis c'est le premier. Et à un moment donné, va falloir qu'on sache où ce gouvernement-là s'en va de façon peut-être un petit peu plus générale sur la gestion de la crise. Mais
Oui, Martine? Bien, c'est parce que Michel a raison à un point là-dessus. C'est que les décisions se prennent dans un groupe assez restreint de ministres, là, dans le club qui est le premier ministre, M. Dubé, et il y a les ministres économiques autour. Et c'est vrai que M. Roberge se fait souvent prendre dans le détour. Là. Michel parle de la durée mais des classes, là, mais du calendrier scolaire. Mais M. Roberge s'est aussi fait prendre avec la question de la ventilation des écoles, quand M. Dubé a déclaré à Cogeco, au micro de Paul Arcan, qu'on aurait dû y penser au cours de l'été à ventiler les classes. M. Roberge a été pris à partie pendant une bonne partie de la période de questions aujourd'hui sur ce point-là. Oui, mais c'est drôle à quel point... Et encore aujourd'hui, il n'a pas un état des lieux des écoles où ça va bien, la ventilation, des écoles où il y a un problème, où il faut faire d'autres rénovations. Il ne l'a pas, il va l'avoir à la fin du mois seulement. Quand on sait qu'on en parle depuis quand même plusieurs mois de ça, c'est un peu inquiétant. Oui, est-ce que vous avez... Allez-y, Christophe. Bien, cela dit, sur la ventilation, moi, je trouve que c'est un dossier, je ne dis pas que ça n'a aucune importance, mais c'est facile de faire de la démagogie là-dessus. François Legault a bien fait de rappeler aujourd'hui qu'on n'a pas été capable de prouver qu'il y avait des liens entre les problèmes là, de ventilation puis les cas, l'augmentation des cas dans le domaine de l'éducation. Donc, cet après-midi, j'entendais un médecin à une émission de radio qui disait qu'on ne pouvait pas prouver que les problèmes de ventilation, ça causait... Bon, c'est pas un dossier qui a la même gravité, si vous voulez, que le retour possible de la COVID dans les CHSLD, qui serait une catastrophe, puis le gouvernement perdrait un grand prix. Je trouve que la ventilation... Je ne dis pas que c'est rien, mais c'est facile de faire le show, que l'opposition fait un peu de démagogie avec ça. C'est ça que je trouve. Oui, mais ça préoccupe quand même assez M. Dubé, surtout depuis que l'OMS a mis l'accent là-dessus en disant faites attention parce que tout ce qui est en aérosol, quand il fait froid, quand vous êtes dans une classe, par exemple, où les fenêtres sont fermées, justement parce qu'il fait froid et c'est mal ventilé, il y a ce facteur-là qu'on n'avait pas assez pris en compte, qui est cette contagion par ces gouttelettes qu'on ne voit pas. Hein, parce que c'est aérosol, c'est tout petit, cette affaire-là. Ce qui m'étonne là-dedans, Martine, je reviendrai à vous ici, c'est la différence de ton. D'un côté, on a M. Roberge qui semble un peu au-dessus de ses affaires. D'un autre côté, on a M. Dubé qui a l'air profondément inquiet. M. Legault qui est prêt à faire des choses que M. Roberge n'est pas prêt à faire avec la fermeture des écoles dans le temps des fêtes. Je me demande, est-ce que M. Roberge y participe aux discussions quand on parle des mesures qu'on va appliquer dans le système d'éducation face à la pandémie, ou est-ce qu'il est complètement tassé des discussions, lui? Non, il y a un décalage entre ce qui se dit et ce qui se passe sur le terrain. Et ce qu'a dit aujourd'hui M. Roberge sur la question de la ventilation, c'est qu'il a envoyé différents avis aux directeurs généraux des écoles. 3, en fait. Le premier en juin, un deuxième au mois d'août, puis un troisième au mois de septembre, où il leur dit aux directions d'école... je mets 20 millions sur la table pour améliorer la ventilation. Le problème, c'est que les directions d'école, ils sont débordés par la situation, par les changements de cap à tout vent. Et essayez de vous trouver un entrepreneur ces temps-ci, c'est pas évident. Il y a une pénurie de matériaux aussi. Alors, tout ça n'est pas simple. Alors, à partir du moment où tu envoies, où tu passes une commande, où tu dis, il faut qu'on revoie les ventilations, par exemple, dans telle école ou telle école, il faut qu'il y ait des ressources ou un suivi qui va permettre aux écoles de passer à l'action. Et c'est là où on n'a pas de réponse sur qu'est-ce qui a été fait pour, comme en termes de suivi, plus outre que le rappel papier. Oui. Bien, Michel, est-ce que c'est pas ce qu'on appelle un manque de leadership? Il y a un manque de leadership. Il y a aussi une nouvelle structure qui est les centres de services qui finalement répond pas mieux, et peut-être bien pire que les commissions scolaires. Au moins, il y avait des gens élus et imputables. Les centres de services, de toute évidence, quand ils reçoivent une communication du ministère, ils n'ont pas l'air d'être pressés d'y répondre. En tout cas, chose certaine, M. Roberge, aujourd'hui, au milieu de novembre, ne sait pas si on a donné suite à ses avis du mois de juin, du mois d'août puis du mois de septembre. Christian? Moi, je trouve que c'est moins un problème de leadership qu'un problème québécois ancien, très profond. Je trouve qu'on remarque depuis le début de la crise. C'est qu'on a en fait des déclarations de bonne foi des personnages politiques qui sont souvent censés disant « on va faire ça, on va investir de l'argent », et puis la réalité ne suit pas. La machine n'est pas capable de livrer la marchandise. Bon, les raisons sont multiples, mais reste que c'est un problème structurel auquel on est confronté, là. C'est qu'on réalise qu'au-delà des beaux discours,
la machine n'est pas capable de livrer souvent la marchandise. On pourrait parler des CHSLD puis de la santé aussi quand on parle de la machine. Hein? C'est un peu ça que vous voulez dire. Donc, ça remet en cause, je trouve, à plus long terme, le modèle québécois. Jusqu'à quel point nos institutions bureaucratiques qui coûtent très cher, qui sont très hiérarchisées, jusqu'à quel point elles sont efficaces, moi, j'ai des gros doutes, c'est rendu là. Bon, parlons de mise à jour économique. Mais là, parce on que vient c'est de la changer journée... la structure. Oui? Michel, en terminant là-dessus. Justement, on vient de changer la structure pour changer les commissions scolaires, pour changer la machine, justement. Ce qui est évident, c'est que ça n'a pas l'air de mieux marcher, peut-être même un peu moins bien. Bon, alors c'était le mot de la fin pour ce thème-là. Allons sur la mise à jour économique, il faut quand même en parler. Alors, c'est un gros déficit, 15 milliards. Il y en aura d'autres dans les années à venir. On peut regarder peut-être à nouveau le tableau là, des projections. Là, on parle de 7,5 pour l'année suivante, 8, je pense, pour l'année qui va suivre. Alors, voyez, vous avez les chiffres ici qui sont déclinés. Je les ai dit dans le désordre, mais il reste que le total va rester le même. Martine, les partis d'opposition qui disent à M. Girard, vous êtes jovialiste. M. Girard se défend. Il reste que quand même, dans l'entrevue qu'il vient de nous accorder, on voit que là où il a du contrôle, c'est assez restreint. Il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de ses négociations avec le fédéral. Oui, bien, en fait, on n'a pas le portrait global, c'est-à-dire que c'est encore en mouvement, cette pandémie-là. Alors, vous avez le choix de regarder ça, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et clairement, le ministre Girard a décidé de voir le verre à moitié plein. Il table sur un vaccin, sur un remède, quelque part en 2021. Et il a dit à la fin de son point de presse, c'est en mars qu'on va voir vraiment la feuille de route. Alors, la situation pourrait empirer. On ne sait pas où on s'en va avec cette pandémie-là. Il table aussi sur les transferts et la demande des provinces, elle est très élevée. Ce serait étonnant que le gouvernement fédéral donne aux provinces tout ce qu'elles demandent, parce qu'elles demandent énormément d'argent. Alors, c'est certain qu'il va y avoir des sacrifices à faire ici au Québec et il y en a un peu parlé. Il a parlé de la croissance économique, ça veut dire qu'il va falloir produire plus. Il a parlé aussi de pas des compressions de dépenses, mais c'est un peu vers ça qu'on s'en va. Là. Il va falloir qu'il diminue. Et c'est déjà commencé, les compressions de dépenses. C'est-à-dire qu'on demande aux différents ministères là, qui sont moins sollicités par la pandémie de regarder un peu ils n'auront pas de grosses augmentations de leurs dépenses lors du prochain budget de mars. Oui, mais il a promis quand même, Christian, je ne rajouterai pas au fardeau des Québécois. Il l'a répété encore en entrevue. Avez-vous l'impression, comme Martine, vous aussi, d'accord, il n'y aura pas plus de taxes, pas plus d'impôts, mais il y aura moins de services? Je ne sais pas, mais moi, ce que j'ai retenu, c'est la déclaration de l'ancien ministre des Finances, Carlos Letao, qui est associé à des coupures, qui a dit que c'est le temps de dépenser. C'est le temps, en fait, d'investir dans la reconversion de notre économie, dans les industries numériques. Et moi, je regardais un petit peu le dossier, je ne prétends pas être un spécialiste, mais dans beaucoup de pays dans le monde, on dit que ce n'est pas le temps d'être dans la rigueur. C'est une crise historique. C'est le temps de dépenser. Moi, j'ai rarement dit ça. D'habitude, je critique toujours les dépenses. Donc, l'opposition peut chialer, mais là, c'est clair qu'on n'est pas dans le déficit zéro. L'important, c'est est-ce qu'on est capable de dépenser dans les bonnes choses, de prévoir l'avenir. Puis aussi, en même temps, on sait bien que sur le plan financier, bon, on ne sait pas ce que ça va être dans 6 mois, 1 an. Il faut être réaliste. Ouais. Donc, moi, qui dépense, personnellement, ça ne me dérange pas, c'est le temps. Oui, Michel? Ce qui est bête d'avoir fait une mise à jour aujourd'hui, puis il en fallait une quelque part avant les fêtes, mais c'est qu'on est vraiment à un tournant de la maladie, de la pandémie elle-même. Est-ce que ça va empirer? Est-ce qu'on va avoir un printemps pire que celui qu'on a eu l'année passée? Ou si au contraire, on va reprendre notre contrôle? Personne ne sait, on n'a pas de boule de cristal, personne. Le ministre des Finances non plus n'a pas de boule de cristal. C'est quand même ironique de voir dans cette mise à jour-là que les revenus du gouvernement augmentent. Mais les revenus du gouvernement augmentent à cause des divers programmes d'aide, de soutien financier du gouvernement fédéral. Et souvenez-vous de M. Legault qui critiquait la PCU, qui trouvait ça bien effrayant à un certain moment. Bien, c'est grâce à ça que ses revenus augmentent. Il faut juste se dire qu'on est dans cette situation difficile-là pour encore un bout, peut-être même un bon bout. Alors, on a le fameux adage de la lumière à la fin du tunnel, là, bien, on la voit pas toujours. Bon, ben voilà, on va se laisser là-dessus avec cette interrogation sur la lumière au bout du tunnel. Merci beaucoup pour le panel ce soir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.